Mamadou Diop, bonjour. Bonjour. Vous êtes linguiste, vous vivez à Bordeaux. Vous venez de publier votre première nouvelle. C'est un ouvrage extrêmement passionnant, rarement l'école d'une vie. Vous racontez l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune étudiante Peul, qui est confrontée finalement entre ses aspirations, ses ambitions de réalisation personnelle et les difficiles conditions dans lesquelles elle se trouve et au Sénégal et effectivement dans son trajet migratoire. Qu'est-ce qui vous a inspiré finalement ces livres? Ben, vous l'avez dit, c'est le résultat en fait d'une vie d'un homme engagé. Un engagement qui pousse à s'interroger sur des aspects que nous vivons, ou bien des aspects qu'on voit vivre à côté. Cela m'a poussé à m'interroger sur énormément de choses au niveau de ma vie personnelle, au niveau de la vie des jeunes comme moi, étudiants qui ont fait leur cursus et au Sénégal et un parcours différent bien sûr d'un étudiant à un autre en France. Voilà, tout cet aspect de mon engagé me poussait à m'interroger sur ça. Et cette interrogation a abouti finalement sur une forme de prise de position, allant dans le sens de faire remarquer que telle chose va, que telle chose ne va pas, à dénoncer en quelque sorte. Donc, pour dire que cet ouvrage se vaut une interpellation qui est adressée aux autorités françaises et sénégalaises, ou africaines en général, sur une meilleure prise en charge de la mobilité étudiante entre la France et le Sénégal en particulier, comme il s'agit d'une jeune sénégalaise. L'ouvrage est également un message d'espoir, un message de rêve destiné à la jeunesse sénégalaise toujours, mais aussi africaine, qui est, comme vous l'avez dit, entre ce rêve de voir s'accomplir soi-même chez soi et cette histoire qui est liée au fait de vouloir aussi aller découvrir d'autres cieux, dont l'Europe, qui a une forme de mythe toujours au niveau de cette jeunesse. Voilà. Oui, mais là, vous utilisez quand même une forme littéraire assez difficile. Vous utilisez finalement le roman, vous racontez une histoire. Quel était votre projet à travers ça? Parce que on vous a connu engagé, animant un blog, publiant des articles, des chroniques sur l'actualité sénégalaise, participant au mouvement citoyen qui concerne la vie politique sénégalaise. Et là, brusquement, vous basculez de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la fiction, en racontant une histoire. Quel était votre projet à travers ça? Le projet est juste un souhait de le rendre accessible en fait. Je ne voulais pas, parler de moi, parce qu'il faut également préciser que l'ouvrage n'est pas une autobiographie. Certes, il y a des aspects de ma vie qui m'ont énormément inspiré, mais il ne s'agit en aucun cas de mon parcours personnel ou d'autres choses. Donc, le faire sous forme d'une œuvre littéraire, pour moi, est une façon de rendre le livre, le message, accessible à un jeune Sénégalais qui est dans le Fouta. Et il impersonnalise en fait les aspects, c'est-à-dire les thèmes que je développe dedans. Je peux le lire et me retrouver dedans. Une autre personne peut lire l'ouvrage, se retrouver également dedans. Voilà l'intérêt qui m'a poussé à choisir cet aspect de la fiction pour passer un message, pour parler de plein de thèmes qui me préoccupent, contre lesquels des fois je me suis, comme vous l'avez dit, engagé. Je continue encore, contre lesquels je continue encore à m'engager. Voilà, c'est une forme d'expression, comme je pouvais faire également une vidéo, un film ou autre chose. Donc, comme toutes les autres formes d'expression, je pense que la littérature en est une. Et elle occupe encore sa place au niveau
des populations, au niveau des intellectuels et des jeunes auxquels je m'adresse plus particulièrement. Et vous choisissez une femme, hein, vous choisissez une jeune femme, dont vous racontez finalement l'itinéraire à travers sa naissance dans un village, sa scolarité, petite scolarité, grande scolarité, ses études universitaires, et que vous amenez finalement vers l'Europe et l'Occident. Pourquoi une femme? Est-ce parce que il y a aujourd'hui encore des difficultés auxquelles les femmes sont plus confrontées en Afrique, mais aussi dans la diaspora, des difficultés plus importantes pour les femmes? Ou bien était-ce une façon pour vous de prendre le lecteur comme ça sur cette histoire singulière? Le choix de la femme est lié au fait que si vous constatez en fait une plus grande partie de l'histoire se passe au Sénégal. Et la jeune femme est, en plus d'être une jeune fille, une villageoise. Comme vous le savez, ou comme moi je suis en train de le vivre, de constater encore au troisième millénaire, que dans certaines zones rurales, l'éducation des jeunes filles constitue aujourd'hui une problématique qui n'est pas réellement prise en charge par les autorités locales déjà, et encore moins par l'État. Je veux dire par là que on a encore des jeunes filles qui abandonnent l'école à cause de mariages précoces ou bien à cause de grossesses des fois non désirées. Et on constate aujourd'hui au Sénégal de plus en plus des grossesses qui arrivent qui arrivent au niveau avec les jeunes filles, et des grossesses qui sont liées à une histoire entre élèves et professeurs. Alors qu'il y a de cela quelques dizaines d'années, un professeur ou bien un enseignant était en quelque sorte une référence en fait pour ses élèves, pour un village ou bien pour une communauté bien donnée. Et c'est pour ça que vous avez choisi une fille finalement qui résiste à certaines traditions, hein, puisque votre héroïne, Rahma, refuse finalement le mariage arrangé, et qui est le sort naturel et automatique de toutes les jeunes filles de son village. Complètement, pour dire que il faut que ça change. Heureusement que ça change. Il faut qu'on comprenne que les temps ont changé. Et à travers cette héroïne, je veux lancer un message également à ces jeunes filles, des fois victimes de ces histoires de mariage ou bien de grossesse liées à leur histoire avec leur professeur, qui ont une forme de domination en fait, de par leur statut, de par leur image, encore au niveau de ces zones rurales, continuent à faire des ravages. Donc, je veux dire que même si c'est compliqué, même si c'est difficile, que les jeunes filles elles-mêmes peuvent prendre le problème à bras le corps. Alors, il y a également d'autres aspects que vous évoquez dans votre ouvrage. Et il y a la question de la responsabilité des États africains, hein, puisque vous accordez quelques chapitres aux problèmes auxquels les étudiants sénégalais notamment sont confrontés au lycée, mais aussi à l'université notamment, avec toutes ces réformes qui sont mal mises en place, et également les difficiles conditions d'études et de vie. Pensez-vous que c'est cette irresponsabilité-là, en tout cas de certains États africains, qui est la cause de ce qu'on appelle la fuite des cerveaux? Complètement. L'histoire de Rahma, si je peux la résumer, elle était à l'université de Saint-Louis, où tout d'un coup, il y a eu une réforme, c'est-à-dire la réforme LMD qui est arrivée, et qui, au lieu de se faire étape par étape, c'est-à-dire de commencer tout doucement, de commencer par la première année, deuxième année, ainsi de suite, mais elle s'est faite de façon générale en fait, au niveau de l'UFR sciences humaines et lettres, qui a conduit à une forme de sélection en fait, qui poussait finalement les étudiants non sélectionnés à complètement aller voir autre chose, ou bien abandonner le cursus universitaire, aller faire des choses qu'ils ne souhaitaient pas forcément, faire des concours de l'enseignement par défaut. J'entendais des camarades me dire, écoute, cher ami, moi je vais tenter le concours de volontariat en attendant de voir autre chose.
Or, un enseignant, on l'est normalement par conviction. Par vocation. Donc, par vocation. Donc, par vocation, ce qui se reflète aujourd'hui au niveau des jeunes collégiens, lycéens, dont le niveau, on le constate avec les résultats du bac de l'année dernière, aux alentours de 30%, ce qui était catastrophique quoi, pour un pays comme le Sénégal. Donc cette réforme a poussé Rahma, et là c'est un aspect que j'ai moi-même vécu à l'Université de Saint-Louis en 2009, une réforme qui arrive, qui pousse finalement, si on ne veut pas faire le volontariat, si on ne veut pas aller faire d'autres concours, il y a une autre voie, celle d'aller à l'étranger, sans préparation, sans avoir au préalable pris la décision qu'un jour, je voudrais faire des études en France, que je voudrais faire des études en Italie, aux États-Unis, mais que par une réforme non préparée, activement mise en place, pousse une jeune femme qui était prédestinée à faire toute sa carrière au Sénégal, à partir en France, pensant que ce que j'ai raté au Sénégal, je peux me rattraper au niveau de... Et en France, le mirage s'effondre. C'est-à-dire, c'est une jeune femme qui arrive et qui se retrouve confrontée à des difficiles conditions de vie et d'études qui vont finir par la faire retourner finalement au Sénégal. Est-ce que c'est quelque chose qui est communément partagé par tous les étudiants africains, ou bien est-ce que la vie de Rahma est une vie singulière et particulière? Elle est singulière. Je l'ai voulu singulière pour passer ce message dont je parlais tout à l'heure à cette jeunesse africaine. Parce que Rahma, elle est venue avec les conditions dont on a parlé tout à l'heure, une réforme, un choix finalement d'aller à l'étranger sans préparation. Mais elle se refusait à l'idée que je pourrais franchement rien faire au Sénégal. Quand je retourne, je vais retrouver les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Et vu que maintenant, au niveau social que je suis en France, la réalité sociale et culturelle fait que quelqu'un qui a voyagé, un immigré en quelque sorte, même si Rahma a une situation assez particulière, mais qu'on soit étudiant, qu'on soit immigré économique, comme on dit, les attentes sont les mêmes pour les familles qui sont restées au Sénégal. Donc, contrairement à Rahma, les étudiants qui arrivent, en tout cas c'est le constat que j'ai fait, je ne dis pas que tous les étudiants sont comme ça, en tout cas la plupart qui arrivent sont obligés, sont des fois obligés de rester, parce qu'il y a cette attente qui est de l'autre côté de l'Atlantique. La famille qui pense que ma fille, mon enfant, mon garçon est parti en France, un jour, elle pourrait changer la situation de la famille, la situation de ses frères, de sa mère et de tout le monde, quoi. Mais Rahma, elle se refuse à ça. Parce qu'elle s'est rendue compte que ce qu'elle pensait de la France, ce n'est pas en réalité ce qu'elle a trouvé. Au lieu de rester, passer une situation de vie compliquée, au point de devenir clandestine, en fait, elle a opté pour le retour. Le retour sans rien. Le retour dans des difficultés, avec le regard social, le jugement social qui est extrêmement dur vis-à-vis de ces immigrés qui rentrent sans la richesse escomptée et attendue. Et pourtant, elle l'affronte. Et vous lui donnez une fin heureuse finalement. Qu'est-ce que vous avez voulu faire à travers ça? J'ai voulu passer ce message d'espoir, de courage et de rêve qu'on doit avoir. On pense souvent que rien n'est possible chez nous, que c'est difficile, c'est vrai, qu'il y a une forte attente. Mais je pense qu'en tant que jeune intellectuel, en tant qu'étudiant, nous avons également le devoir, en tout cas dans le cas de Rahma, de dire que, écoutez, ce que je peux faire en France, je peux aussi l'essayer chez moi. C'est pour ça qu'elle a su affronter cette pression sociale, elle a su passer le message que, écoutez, je suis revenu certes les mains vides comme on dit, mais voilà, par l'expérience que j'ai vécue en France, comme toi, tu n'es pas aussi mal dans une expérience comme ça, quoi. Elle arrive à retrouver sa place au niveau du Sénégal, en reprenant un nouveau cursus, en passant au concours pour devenir journaliste.
Et à la fin, il devient... Alors, on ne va pas dévoiler la fin de cette nouvelle, de cette passionnante nouvelle, Mamadou. En tout cas, c'est une fin heureuse. Donc, vous avez voulu, à travers cette fin heureuse, montrer qu'il y avait la possibilité de se réaliser dans son propre pays, que l'immigration n'est pas une fin en soi. Vous abordez aussi dans cet ouvrage la question de la solidarité. Elle est assez présente dans la vie de Rahma. Déjà au Sénégal, parce que c'est une jeune femme qui, grâce au soutien des gens de sa famille, a pu trouver les billets nécessaires pour partir. Mais lorsqu'elle arrive en Occident, il y a deux portraits que vous dressez. À la fois le portrait de ceux qui sont africains comme elle, mais qui vont essayer de ce que vous appelez l'arnaquer, en la faisant travailler au noir et en la payant pas. Mais également, vous donnez un portrait assez élogieux, finalement, de la communauté sénégalaise ici, puisque elle va retourner grâce à la mobilisation de ses membres. Est-ce qu'il y a ces deux portraits-là d'existants aujourd'hui, ou bien est-ce que pour vous c'était une façon d'ouvrir ce chantier-là de la solidarité? Complètement. Il y a ces deux aspects-là qui existent aujourd'hui au niveau de Bordeaux, en tout cas par expérience, par ce que j'ai vécu. J'ai vu qu'on parle au Sénégal de la teranga, de l'hospitalité, la solidarité ici aussi à Bordeaux, dans la diaspora sénégalaise. Elle est aussi visible sur plein d'aspects. Je ne vais pas aller dans les détails, mais elle existe quand même. Et au Sénégal également, elle existe parce que Rahma a pu réunir tout l'argent dont elle avait, pas tout l'argent, mais le peu d'argent qu'elle a pu réunir, elle l'a réuni grâce à une forme de solidarité au Sénégal. Mais par là, je voulais soulever une contradiction en fait, qui est liée au fait que au Sénégal, il y a eu cette solidarité qui a fait qu'elle a pu venir, quoi. Mais quand elle est retournée, les gens étaient tellement attentistes en fait, attendaient tellement de ce voyage qu'ils ne pouvaient pas comprendre que Rahma rentre ainsi avec rien au bout de 2 ans, alors que dans l'entendement général de la population qui est restée, de son village quoi, en quelque sorte, l'immigré c'est celui qui revient avec de l'argent, une belle maison, de beaux habits, des choses comme ça en fait. Mais voilà, j'ai voulu passer cette forme de solidarité qui existe et qui est une réalité, qui est également contradictoire avec voilà, cette pression sociale qui, à la fin, masque ces solidarités-là qui existent. Oui, c'est un champ d'espérance que vous dressez finalement. C'est un champ de résistance aussi, puisqu'il a fallu une force de caractère phénoménale à cette jeune femme, déjà de s'opposer au destin auquel l'a prédestiné sa famille dès son adolescence, et puis finalement un grand courage de revenir dans son pays d'origine, de revenir dans son village et de se construire sa propre vie finalement personnelle. Donc c'est quelque part quelque chose, une adresse que vous lancez à la jeunesse africaine qui souvent est coincée, c'est vrai, en Occident à cause de ce contrôle social, de cette injustice là. Complètement. Elle a eu du courage avant de venir. Elle en a eu quand elle est arrivée. Elle en a eu également et surtout à ce moment-là d'avoir osé, j'ai même utilisé le mot courage de rentrer, de dire écoutez, vous êtes en train de mettre dans des situations extrêmement compliquées des centaines et bien des milliers de jeunes qui sont obligés de rester parce que vous attendez énormément d'eux. Mais par son retour, par cette reconversion qu'elle a pu faire, elle a montré effectivement que l'espoir est permis, qu'on soit au Sénégal, qu'on soit ailleurs en Afrique. Il y a énormément de choses dont on est capable de faire à la maison et être heureux, bâtir proprement sa voie librement, qu'on soit jeune femme, qu'on soit villageois ou qu'on soit autre. Cette liberté-là, elle est fondamentale pour la construction de la jeunesse. Si la jeunesse se construit en se référant tout le temps
par la personnalité communautaire, comme j'appelle, par le fait que le village a une certaine forme de fonctionnement. On est obligé de respecter, même si ça ne convient pas au rêve du jeune, mais ça va le bloquer. Mais si on lui laisse cette liberté, et cette liberté-là, Rahma ne l'a pas eu, on ne lui a pas donné en fait. Elle l'a arraché, elle l'a arraché, voilà, au bout de longues luttes, quoi, entre elle et sa famille, et entre elle et sa communauté, entre elle ensuite et ses compatriotes sénégalais étudiants qu'elle a trouvés au niveau de Bordeaux. Donc, c'est un exemple. En tout cas, c'est un très bel exemple, Mamadou Diop. Je vous remercie d'avoir accordé cette interview à senenews.com. C'est une très belle plume, prometteuse, hein, qui cerne vraiment cette problématique de la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine, et qui lui donne une issue qui soit une issue positive pour les individus. Vous parlez de liberté, vous parlez d'être heureux. Et je crois que c'est ce qu'on peut souhaiter à la jeunesse. Et par cet ouvrage, vous y contribuez. Donc, bon vent à Rahma. Merci, c'est moi qui remercie CNews.